Chers élèves de seconde 6, bonjour. Je continue sur mon chapitre L'affirmation de l'État dans le Royaume de France. On avait vu dans le grand 1 le renforcement du pouvoir royal, l'affirmation de l'État moderne, avec une première partie qui montrait l'affermissement de la monarchie administrative. Dans mon grand B, je vais voir qu'on a une affirmation d'une monarchie absolue de droit divin, avec une monarchie qui se veut absolue. En effet, on a un renforcement de la monarchie au XVIe siècle, mais on a un pouvoir royal qui n'est pas encore absolu véritablement dans la première moitié du XVIIe siècle. Certes, la monarchie se veut absolue, et par exemple, elle est ritualisée, ce caractère sacré est ritualisé par la cérémonie du sacre. Vous avez ici à l'écran une tapisserie qui est au château de Versailles, qui est sortie des manufactures des Gobelins, d'après un dessin de Charles Lebrun qui rend compte du sacre de Louis XIV à Reims en 1654. Et lors de ce sacre, on a l'onction, ce qu'on appelle l'onction, c'est-à-dire qu'on impose, l'archevêque de Reims impose une huile sainte sur le front du roi qui représente le caractère sacré du roi, qui représente le lien qu'il y a entre ce roi et Dieu. Dieu l'a choisi pour être roi, il est le souverain sacré. Cette monarchie, elle se veut aussi absolue parce que le roi, du fait de ce caractère sacré, a aussi des pouvoirs particuliers qui lui sont donnés par Dieu. On parle d'un roi thaumaturge, c'est-à-dire d'un roi qui peut guérir, il peut imposer ses mains sur des malades, y compris des malades vraiment très atteints, et les guérir par le fait de ce lien direct avec Dieu. Néanmoins, malgré ce caractère sacré, on a une monarchie qui doit absolument obéir aux lois fondamentales du royaume. Ces lois fondamentales du royaume, ce sont des lois coutumières que le roi doit respecter. Il ne peut pas être un tyran, il doit respecter la loi salique, par exemple, qui interdit aux femmes d'accéder au trône. Il doit respecter aussi la loi dite de catholicité, c'est-à-dire que c'est un roi catholique qui accède au trône et non pas un roi protestant, puisqu'on est dans une période où le protestantisme est présent dans le royaume. Le roi doit aussi faire avec des contre-pouvoirs, c'est-à-dire des organes qui peuvent limiter son pouvoir, par exemple les parlements. Le Parlement de Paris est chargé d'enregistrer les édits royaux et à cette occasion, il peut faire des remontrances au roi, c'est-à-dire lui dire ce qui ne va pas, ce pourquoi il n'est pas d'accord. Autre contre-pouvoir, ce sont les états généraux du royaume. Le roi est censé les rassembler, les réunir à chaque fois qu'il y a une crise dans le royaume. C'est une assemblée composée des représentants des 3 ordres du royaume, le clergé, la noblesse, le tiers-état, convoqués en cas de crise et par exemple lorsqu'on doit imposer un nouvel impôt pour financer par exemple la guerre. Donc vous avez quand même des contre-pouvoirs. Il y a le fait aussi que le roi est affaibli par les guerres de religion pendant cette période-là et qu'il partage son pouvoir avec ceux qu'on appelle les ministres principaux. C'est Richelieu sous Louis XIII, c'est Mazarin sous Louis XIV, des ministres qui ont en fait la réalité du pouvoir. Ce sont eux qui vont amener les grandes décisions qui seront prises par les rois successifs. À partir de 1661, on observe un tournant dans cette monarchie absolue parce que véritablement, on va avoir un roi qui gouverne seul. Ce roi qui gouverne seul, c'est Louis XIV. À la mort de Mazarin, la première décision de Louis XIV est de supprimer la place de ministre principal. Il va donc prendre personnellement le contrôle du gouvernement. C'est ce qu'on a appelé un coup de majesté, cette idée que le roi s'impose, y compris face à la noblesse, face à ceux qui auraient pu avoir du pouvoir, et notamment il fait arrêter aussi Nicolas Fouquet qui était surintendant des finances à ce moment-là, Fouquet qui s'était enrichi personnellement au détriment du royaume. Le roi y met un arrêt à cette idée que des nobles peuvent gouverner et s'enrichir. Ce sera lui qui prendra les grandes décisions pour le royaume.
Il va s'entourer de ministres qui sont choisis non pas pour leur appartenance d'ailleurs à cette haute noblesse, mais pour leur seule compétence, avec chacun un domaine spécifique. C'est comme ça qu'il va nommer Colbert, contrôleur général des finances par exemple. Les ministres conseillent le roi, mais seul le roi décide. Les intendants sont plus nombreux pour justement relayer le pouvoir du roi dans les généralités, et Louis XIV, par exemple, ne convoquera jamais les États généraux. Il prend le contrôle direct du royaume, il s'installe dans une monarchie dite absolue et de droit divin, et d'ailleurs il le justifie dans un mémoire en 1661, un mémoire destiné à faire l'éducation de celui qui va lui succéder, le dauphin, son héritier. Il écrit dans ce mémoire qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre. Et lorsqu'on est le lieutenant de Dieu sur terre, évidemment, on a un pouvoir absolu. Personne ne peut désobéir à Dieu, donc au roi. Et même si on a l'impression que le roi ne fait pas le bonheur du peuple, on lui obéit comme à un dieu. Et Louis XIV va se doter d'un autre outil pour affirmer son pouvoir, c'est son château. Le château qu'il va choisir comme résidence, le château de Versailles. Il décide de transformer ce qui était le pavillon de chasse de Louis XIII, son père, en une somptueuse demeure qui montrerait à tous sa puissance, qui serait à sa gloire. Louis XIV s'y installe définitivement en 1682 et le château de Versailles se veut à l'image du roi par son organisation, son architecture, son jardin, sa démesure. Vous avez ici 3 avenues qui traversent Versailles, symbole du pouvoir rayonnant du roi sur ses sujets. Vous avez la chambre du roi aussi, qui est précisément au centre du château, comme au centre du royaume, entre les jardins qui représentent le monde des mythes, le monde finalement de Dieu, et le royaume qui au contraire représente le temps présent, le temps de l'histoire. Le roi est donc l'intermédiaire entre le monde divin et celui de ses sujets, et évidemment, il éclaire ce monde de sa lumière, parce que partout, le symbole du soleil est présent. Vous voyez ici les raies de lumière entourant la figure du roi, un roi qui est déguisé en Apollon, représenté en Apollon, qui dirige un quadrige, un char avec 4 chevaux, et partout, ce symbole du soleil est présent parce que c'est celui que s'est choisi le roi. Le roi a choisi ce symbole-là parce que c'est un astre au centre de l'univers qui apporte la lumière, qui apporte la vie, qui apporte la chaleur. Et donc, c'est vraiment un symbole qui est très présent, de même que le roi qui se met en scène comme un dieu grec de la lumière, des arts, de la beauté. C'est une allégorie qui est toujours présente dans la décoration de Versailles pour montrer et glorifier le roi. De même, le roi va utiliser Versailles pour domestiquer la noblesse. La vie de cour, la vie des courtisans. Vous voyez ici des courtisans qui sont présents dans ce salon, dans cette chambre en fait du roi. Vous avez les courtisans que vous voyez, que vous reconnaissez bien par le fait simple qu'ils ne portent pas de chapeau. Seul le roi peut porter un chapeau dans sa chambre. Donc tous les autres sont des courtisans. Et les courtisans doivent répondre à des règles très strictes, des règles de préséance, des règles de la manière qui vont dicter la manière dont on doit se comporter à la cour. C'est ce qu'on appelle l'étiquette. Le roi s'attache cette noblesse. Il va faire venir les grands nobles auprès de lui à Versailles. Ils vont y résider, ils vont s'endetter, ils vont dépenser sans compter pour se loger, pour se vêtir, pour s'amuser à Versailles. Le roi organise des chasses, des promenades, des bals, des théâtres, des banquets, des jeux. Tout cela est fastueux, tout cela est grandiose. Et aussi le roi va verser aux plus méritants d'entre eux, à ceux qu'il reconnaît, des pensions. Il rend donc la noblesse complètement dépendante de lui financièrement, ce qui lui permet de la contrôler. Louis XIV va aussi chercher à contrôler les esprits en mettant en place une véritable propagande
royale, hein, une propagande pour soutenir l'image du roi. Il va s'attacher les services des meilleurs artistes, des écrivains, toujours de la même manière, en les finançant, en leur apportant des pensions. Chaque livre, chaque journal, chaque pièce de théâtre ne peut être publié qu'avec l'autorisation préalable du roi. Donc vous avez vu que tout au long de cette période moderne, la monarchie française s'affirme, le pouvoir devient de plus en plus absolu parce qu'il s'appuie sur la caution divine, une monarchie absolue de droit divin. Le roi a de plus en plus d'emprise sur son royaume. Ça ne veut pas dire que la monarchie n'a pas des oppositions. Ces oppositions intérieures et extérieures, on va les voir dans la deuxième partie du chapitre. À bientôt.